Bonjour, nouvelle vidéo pour corriger l'exercice 3 du sujet de métropole du 12 mai 2022. Donc c'est le jour numéro 2. Cet exercice 3, il porte sur la géométrie dans l'espace. Très intéressant, relativement classique, sauf peut-être la fin, la toute dernière question qui est un petit peu plus complexe que les autres. Mais finalement, le reste extrêmement classique. C'est parti! Alors, dans cet exercice de géométrie dans l'espace, donc on nous dit on considère un cube A, B, C, D, E, F, G, H. On appelle K le milieu du segment BC. Donc on a K qui est ici. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par V égale 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur qu'on considère, donc la hauteur relative à cette base. Dans un premier temps, première question, préciser les coordonnées des points E, F, G et K. Donc vous voyez, on vous dit préciser les coordonnées. Donc ça veut dire qu'il faut simplement les donner, donc il ne va pas y avoir beaucoup de justification. En tout cas, ça ne vous rapportera pas vraiment de points de justifier, mais bon, on peut toujours le faire. On se place du coup dans le repère. Si on nous parle de coordonnées, il faut absolument regarder dans quel repère on s'est placé. Donc le repère a pour origine A. Le vecteur qui va définir l'axe des abscisses, c'est le vecteur AB. Le vecteur qui va définir l'axe des ordonnées, ça va être AD. Et le vecteur qui va définir l'axe de la cote, c'est AE. Donc les coordonnées doivent être données dans cet ordre-là. Donc on prend ici la figure. Donc le point A est ici. Le vecteur AB est là. Le vecteur AD est là. Et le vecteur AE est là. Donc vous voyez, le repère a été donné dans cet ordre-là. Donc abscisse, ordonnée, cote. Donc AB, c'est ce qui nous permet de nous déplacer ici latéralement dans le cube. AD, c'est ce qui nous permet de nous déplacer en profondeur dans le cube. Et AE, c'est ce qui nous permet de nous déplacer donc verticalement dans le cube. Voilà, donc ça à retenir. Et donc si je veux les coordonnées du point E, comme l'origine du repère, c'est le point A, je me demande quels sont les déplacements, quelles sont les translations que je dois faire pour partir de A et arriver en E. Alors, est-ce que j'ai besoin de me déplacer latéralement selon AB? Eh bien non, si je suis en A, je n'ai pas besoin de me déplacer latéralement. Je n'ai pas besoin non plus de me déplacer en profondeur, donc je n'ai pas besoin de me déplacer selon AD. Par contre, j'ai besoin de me déplacer selon AE, et donc j'ai besoin de me déplacer de une fois AE. Donc en fait, les coordonnées du point E vont être 0 selon AB, 0 selon AD et 1 selon AE. Si vous voulez absolument justifier, vous pouvez écrire que du coup, en partant de l'origine du repère pour finir au point E, eh bien, c'est égal à 0 fois AB plus 0 fois AD plus 1 fois AE, ce qui explique et justifie les coordonnées 0, 0, 1. Voilà. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Si vous donnez ça, vous allez avoir tous les points. Ensuite, on nous demande pour le point F. Donc, le point F se situe ici. Donc, pour partir de A et arriver en F, eh bien, selon AB, on va se déplacer de 1 fois AB. Ensuite, est-ce qu'on va se déplacer en profondeur? Pas besoin, puisque F est sur la face de devant. Mais par contre, on va se déplacer ici pour verticalement du vecteur finalement AE qu'on peut reporter ici. Donc finalement, le vecteur AF, eh bien c'est AB plus BF, mais BF c'est AE. Donc c'est 1 en abscisse, 0 en ordonnée puisqu'on ne s'est pas déplacé en profondeur, et 1 pour la cote. Donc finalement, on peut écrire que F a pour coordonnées 1 en abscisse, 0 en ordonnée et 1 pour la cote. Et si on veut absolument justifier proprement, eh bien on va dire que AF, en fait, c'était le vecteur AB plus le vecteur AE. Donc, c'est-à-dire en fait 1 fois AB plus 1 fois AE. Donc, 1 fois AB plus 0 fois AD, pas de déplacement dans la profondeur, plus 1 fois AE. Voilà, ça justifie proprement. Ensuite, on nous demandait pour le point G. Le point G se situe ici. Donc, en partant de A, l'origine du repère, pour aller au point G, je dois me déplacer selon AB, donc de 1 en abscisse. Je dois me déplacer en profondeur de 1, selon donc AD. Là, je suis en C. Et je dois me déplacer de 1 verticalement, pour monter en G. Donc, en fait, AG est égal à AB plus BC plus CG. Donc en fait, ça fait AB plus BC, c'est pareil que AD. Donc AB plus AD
plus AE. Donc en réalité, je me déplace de 1 en abscisse, 1 en ordonnée et 1 en cote. Donc les coordonnées de G vont être 1, 1, 1. Et si je veux justifier proprement, eh bien je dis que le vecteur AG est égal à une fois le vecteur AB plus une fois le vecteur AD plus une fois le vecteur AE. Il nous reste un point dont on nous a demandé les coordonnées, c'est le point K. Le point K, il se situe ici. On nous a dit dans l'énoncé que K était le milieu de BC. Donc pour partir de A et arriver à K, je dois me déplacer de 1 en abscisse, donc de AB. Et ensuite, je dois me déplacer en profondeur, donc en ordonnée. Mais alors pas de 1, sinon ça me fait arriver en C. Mais de la moitié de 1, donc simplement de 1/2. Est-ce que j'ai besoin de partir verticalement? Non, j'étais déjà au point K. Donc en fait, les coordonnées du point K vont être 1, 1/2 et 0 pour la cote. Donc K a comme coordonnées 1, 1/2 et 0 pour la cote. Si je dois justifier, je dis que AK, en fait, c'est égal à 1 fois AB plus 1/2 fois AD. Et je n'avais pas besoin du vecteur AE qui servait à évoluer verticalement. Je le voulais 0 fois. Donc 1, 1/2, 0. Voilà pour cette première question. Deuxième question, montrer que le vecteur n de coordonnées 2, -2, 1 est orthogonal au plan EGK. Alors déjà, on peut regarder si EGK définit bien un plan. Donc il faut que les points EG et K ne soient pas alignés. Alors on regarde ici, EG et K ne sont pas effectivement alignés. Alors comment le prouver? Vous pouvez prouver que K, par exemple, n'est pas sur la droite EG, tout simplement parce que K est sur la face inférieure du cube, alors que EG appartient à la face supérieure du cube. Voilà. Bon, à partir du moment où l'énoncé a nommé le plan EGK, c'est qu'il considère qu'il existe. Donc il n'y a pas besoin de justifier que les points ne sont pas alignés et que EGK définisse bien un plan. Si vous êtes très rigoureux, vous pouvez le faire, mais je pense que ça ne sert à rien de perdre du temps avec ça. Donc on va montrer que le vecteur n est orthogonal au plan EGK. Alors, quand on a un plan, donc pour nous ici, c'est le plan EGK, donc ça veut tout simplement dire qu'il y a des points E, G et K qui sont à l'intérieur du plan. Et bien, pour montrer qu'un vecteur n est normal au plan, eh bien, il suffit que j'arrive à prouver que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan qui, bien sûr, ne sont pas collinéaires entre eux. Alors là, comme le plan s'appelle EGK, je sais déjà que EG et K ne sont pas alignés et donc que les vecteurs EG et EK ne sont pas collinéaires. Alors vous pouvez toujours le rappeler sur votre copie, mais sinon, normalement, c'est trivial vu le nom du plan. Donc pour savoir si n est orthogonal au plan EGK, je vais calculer le produit scalaire de n avec EK et de n avec EG. Alors ici, je vais très certainement utiliser le produit scalaire avec la formule analytique, c'est-à-dire avec des coordonnées. Vous savez, xx' plus yy' plus zz'. Cette formule ne fonctionne que dans un repère qui est orthonormé. Donc, il est très important de le préciser. Du coup, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin des coordonnées de EK et de EG, que je vais calculer tout de suite. Coordonnées de EK. Alors, c'est toujours les coordonnées de l'extrémité moins les coordonnées de l'origine. Donc, les coordonnées de K, je vous rappelle, on les a marquées dans la question précédente. Pour K, c'était 1, 1/2, 0. Donc, 1, 1/2, 0. Et je dois retirer les coordonnées de E. Coordonnées de E, c'était 0, 0, 1. Donc, 0, 0, 1. Donc, finalement, eh bien, le vecteur EK a pour coordonnées 1, 1/2, moins 1 dans le repère orthonormé A, AB, AD, AE. Maintenant, il me faudrait le vecteur EG. Donc, je vais effacer ici mon petit graphique, ma petite figure, et je vais calculer les coordonnées du vecteur EG. Pour calculer les coordonnées du vecteur EG, ce sont les coordonnées du point G moins les coordonnées du point E. Le point G avait pour coordonnées 1, 1, 1. Donc 1, 1, 1. Je retire les coordonnées du point E.
sont 0, 0, 1. Et donc, eh bien, j'obtiens que EG a comme coordonnée 1, puisque 1 moins 0 donne 1, 1 moins 0 donne 1, 1 moins 1 donne 0. Donc, EG a pour coordonnée 1, 1, 0. Alors, la question n'est pas finie. Maintenant, il faut que je vérifie que le vecteur n est orthogonal à chacun de ces deux vecteurs. Donc, ici, j'ai besoin de n encore. Donc, n a pour coordonnées, ça, c'est donné directement dans l'énoncé. C'est 2, moins 2 et 1. Donc, on a juste à recopier. Et maintenant, je vais calculer les produits scalaires. Alors, vous faites ça à la suite. Moi, je vais essayer de tout garder sur mon tableau. Donc, je vais calculer tout d'abord EK scalaire n. Donc, EK scalaire n. Donc, comme le repère est orthonormé, je vais utiliser la formule x plus y plus z z'. Donc, je prends mes deux vecteurs, je multiplie les abscisses entre elles. Donc, 1 fois 2 plus 1 demi fois moins 2 plus moins 1 fois 1. Donc, ça nous donne 1 fois 2, 2, 1 demi fois moins 2, moins 1, moins 1 fois 1, moins 1. Donc, c'est égal à 0. Premier produit scalaire égal à 0. Je peux renoter ici ce que je calculais. C'était EK scalaire n. Maintenant, je vais calculer EG scalaire n. EG scalaire n, c'est égal à, pareil, formule analytique, puisque je suis dans un repère orthonormé. 1 fois 2 plus 1 fois moins 2 plus 0 fois 1. Cela nous donne 2 moins 2 plus 0, ce qui est égal à 0. Donc finalement, produit scalaire EG scalaire n est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le vecteur n, il est orthogonal à deux vecteurs du plan EKG, EGK, qui n'étaient pas collinéaires entre eux. Donc, n est un vecteur normal au plan. Alors, on écrit ça. Donc, n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires non collinéaires du plan EGK. Donc, hop, je vais écrire en dessous, donc n est un vecteur normal à EGK. Voilà, c'est ce qu'on nous demandait de prouver. La question suivante, c'est la question 3. Démontrer que le plan EGK admet pour équation cartésienne 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0. Alors tout d'abord, de quoi ai-je besoin pour déterminer une équation cartésienne de plan? Eh bien, j'ai besoin d'un point qui est dans le plan, qui appartient au plan. Alors ici, le plan s'appelant EGK, je n'ai que l'embarras du choix. Je peux choisir le point E, le point G ou le point K. Alors celui qui avait les coordonnées les plus simples, c'était E. Donc en général, on essaie de prendre le point qui a les coordonnées les plus simples. Donc j'ai besoin d'un point qui appartient au plan et j'ai besoin d'un vecteur qui est normal au plan. Et il se trouve qu'on vient de prouver que n était normal au plan. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour trouver une équation cartésienne de plan. Une fois que j'aurai du coup les coordonnées du point et les coordonnées du vecteur. Je vous rappelle votre cours. Votre cours, c'est si on a un vecteur normal qui a pour coordonnées ABC et qu'on a un point E qui a pour coordonnées X, Y, Z, E, eh bien une équation cartésienne du plan sera AX plus BY, donc c'est A, B et C qui sont ici, plus CZ, moins, et je recopie la même chose en remplaçant X, Y et Z par les coordonnées de E. Donc ça donne AXE plus BYE plus
C, Z, E. Et je n'oublie pas le égal 0 des équations cartésiennes. Donc ça, c'est mon cours, je vais l'appliquer ici. Alors, comme c'est une formule, je vais bien montrer que c'est une formule et que je la connais. Je sais que j'ai besoin d'un point E, donc je vais répéter E. Alors, bien sûr, c'est dans un repère orthonormé qu'on a cette formule-là. Donc, je vais répéter que E a pour coordonnées 0, 0, 1, qu'il appartient au plan EGK. Ensuite, je vais repréciser que le vecteur n de coordonnées 2, moins 2, 1 est un vecteur normal donc est un vecteur normal au plan EGK. Et donc, je peux appliquer cette formule. Donc, une équation cartésienne de EGK est, et j'applique la formule qui est là. Alors, si vous voulez, vous pouvez même la recopier. Bon, le mieux, c'est de l'appliquer directement. Donc, A, B, C, je vous rappelle, sont les coordonnées de n. Donc, ça fait 2x moins 2y plus 1 fois z moins... Je réécris la même chose, mais x, y et z sont remplacés par les coordonnées de E. Donc 2 fois 0 moins 2 fois 0 plus 1 fois 1 égale 0. Et donc cette équation est équivalente à 2x moins 2y plus z moins, ici on va calculer 2 fois 0, 0, 2 fois 0, 0. Donc finalement, c'est 1, la parenthèse est égale à 1, donc moins 1 égale 0. Donc là, on a devant nous une équation cartésienne du plan EGK. Ça n'est pas la seule. Les équations cartésiennes ne sont pas, il n'y en a pas qu'une pour un plan donné. Il y en a une infinité. Effectivement, cette équation-là, si vous la multipliez entièrement, par exemple, par 3, vous allez obtenir 6x moins 6y plus 3z moins 3 égale 0. C'est une autre équation cartésienne. Alors vous allez dire, oui, mais c'est quasiment la même. Ce n'est pas la même. Elles sont équivalentes, oui. Donc, on pourrait mettre un symbole équivalent entre les deux. Mais ce n'est pas la même écriture. Donc, ce n'est pas la même équation cartésienne. Donc, si ça se trouve, celle qu'on a trouvée, nous, ce n'est pas celle qui était attendue par l'énoncé. Donc, on compare à ce qu'on a dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on a bien 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0. C'est exactement ce qu'on a là. Si jamais ça n'avait pas été ça, j'aurais dû multiplier par un nombre mon équation pour trouver l'équation qui était donnée dans l'énoncé. Donc j'aurais dû réfléchir à combien de fois, par quel nombre je vais multiplier pour retrouver celle de l'énoncé. Mais là, c'est déjà celle de l'énoncé, donc on a fini cette question 3. On passe à la question 4. La question 4, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite D orthogonale au plan EGK passant par F. Donc représentation paramétrique de droite, question également très classique en géométrie dans l'espace. Alors, même question que pour l'équation cartésienne du plan. De quoi ai-je besoin pour trouver une représentation paramétrique d'une droite dans l'espace? Eh bien, j'ai besoin d'un point de la droite. Alors ici, on nous a dit que la droite passait par F. Donc, je sais que j'ai le point F qui appartient à la droite. Cette droite, comment s'appelle-t-elle? Eh bien, elle s'appelle petit d, d comme droite. Et donc, qu'est-ce qu'on doit connaître? Il va falloir connaître la direction de cette droite pour bien la définir. Et il se trouve que cette droite, eh bien, on a dit qu'elle était orthogonale au plan. Alors, normalement, moi, j'ai besoin de quoi pour une représentation paramétrique de droite? J'ai besoin d'un point qui appartient à la droite et d'un vecteur directeur de la droite. En général, on le note petit u. Voilà. Donc, la question, c'est est-ce que j'ai ça comme information? Les coordonnées de f, je les connais, on me les a fait trouver en début d'exercice. Par contre, a priori, je n'ai pas de vecteur directeur pour cette droite D. Je dis bien a priori parce que quand on définit la droite D dans cet exercice, bien, elle n'est pas n'importe comment. C'est une droite qui est orthogonale au plan EGK. Donc, il y a le plan EGK qui est ici. Et donc, j'ai la droite D qui va être orthogonale au plan EGK.
Et cette droite D, eh bien, on a dit qu'il y avait le point F qui appartenait à cette droite D. On a dit qu'il nous fallait, pour trouver une représentation paramétrique de D, un vecteur directeur de D. La direction de D, eh bien, elle va être définie par le fait que D est orthogonal au plan. Ça veut dire que finalement, le vecteur qui était normal au plan, le vecteur n, est en fait un vecteur directeur de la droite D, si la droite D est orthogonale au plan. Donc on va dire ça, et on aura donc le point, le vecteur directeur, on pourra appliquer directement notre formule. Donc on va essayer de rédiger un petit peu. D est orthogonal au plan EGK, donc tout vecteur normal à EGK est en fait directeur de la droite D. Donc je peux dire que n qui a pour coordonnées, alors les coordonnées sont 2, moins 2 et 1, est un vecteur directeur de la droite D. Ça, j'efface, j'ai plus besoin. Est un vecteur directeur de la droite D. Donc, j'ai mon vecteur directeur. Ensuite, il me faut un point. On va parler de F. F, il avait pour coordonnées, vous retournez voir dans la première question de l'exercice, il avait comme coordonnées 1, 0, 1. Il appartient à D. Donc, une représentation paramétrique de D est... Donc, comment on écrit une représentation paramétrique de droite? Bien déjà, on écrit x, y, z, qui vont être les coordonnées des points de la droite. Et donc, les coordonnées des points de la droite doivent vérifier des relations ici. Je prends les coordonnées du point de référence pour ma droite. Moi, j'ai choisi F. Donc, je les écris ici en face de x, y et z. À ça, je vais additionner. Donc, je mets des plus. Eh bien, le paramètre qui va avoir été multiplié par les coordonnées du vecteur normal. 2, moins 2, donc plus moins 2, et 1. Voilà comment on construit une représentation paramétrique de droite. Et on dit que T, en fait, parcourt l'ensemble des réels. Si je veux l'écrire un petit peu mieux, donc x égale 1 plus 2t, c'est écrit, c'est déjà très bien écrit. Là, j'ai 0 plus moins 2t. Donc, en fait, ça fait 0 moins 2t. Donc, en fait, ça fait moins 2t. Donc, ici, je peux écrire moins 2t. Et ici, 1 plus 1t, en fait, ça donne 1 plus t. Puisque 1 plus 1t, c'est 1 plus t. Donc, ici, j'ai la représentation paramétrique que j'ai trouvée de la droite. Alors, une représentation paramétrique n'est pas unique. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez bien que j'ai mis les coordonnées du point F qui appartenait à D. Mais si j'avais pris un autre point que F qui appartenait à D, puisque D c'est une droite, hein, donc il y a une infinité de points qui appartiennent à D, si j'avais pris un autre point que F, ça m'aurait changé les valeurs qui sont ici. Donc ça veut dire que j'aurais eu une nouvelle écriture. Et pareil pour le vecteur directeur, j'ai choisi n de coordonnées 2, moins 2, 1. Mais vous savez que quand on a un vecteur directeur, en fait, on peut en avoir une infinité en multipliant n par n'importe quel réel non nul. On obtient un vecteur collinéaire à n qui est encore directeur de la droite. Donc ici, je pourrais avoir d'autres coefficients ici. Donc la représentation paramétrique n'est pas unique, mais en tout cas, on en a trouvé une grâce au point F et au vecteur n. On peut donc passer à la question 5. Dans la question 5, on nous dit montrer que le projeté orthogonal L de F sur le plan EGK a pour coordonnées 5 neuvièmes, 4 neuvièmes, 7 neuvièmes. Donc, il faut trouver les coordonnées du projeté orthogonal de F sur le plan EGK. Donc, on peut déjà se poser la question à savoir où se situe ce projeté orthogonal. Donc, on a le plan EGK. On a un point F qui n'est pas dans le plan EGK. Et donc, on appelle L son projeté orthogonal sur EGK. Pour le projeter orthogonalement, en fait, il faut tracer la droite qui est orthogonale au plan et qui passe par F. Alors en réalité, et donc on aura L à l'intersection des deux. En réalité, cette droite orthogonale, elle a un nom qu'on a déjà donné, c'est finalement la droite D, puisque la droite D, elle a été définie comme étant la droite qui passait par F et qui était orthogonale au plan. Donc finalement, L, le projeté orthogonal de F sur le plan EGK, n'est autre que l'intersection entre la droite D et le plan EGK.
Voilà, donc on va trouver ces coordonnées en tant que point d'intersection entre une droite et un plan. Donc on commence par le dire, L de coordonnées x, y, z, que je ne connais pas, hein, est le point d'intersection de D avec EGK. Alors si vous voulez bien tout préciser, vous pouvez dire car D est la droite orthogonale au plan EGK qui passe par F. Je n'ai pas vraiment la place de l'écrire ici, donc je m'en passe. On peut considérer que on le sait bien d'après la question précédente. Donc, ça veut dire que les coordonnées de x, y et z doivent vérifier si c'est le point d'intersection de la droite et du plan. Ça veut dire que ces coordonnées doivent vérifier à la fois la représentation paramétrique de la droite et en même temps l'équation cartésienne du plan. Voilà, il n'y a pas le choix. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que L n'appartient pas à D ou n'appartient pas à EGK et donc ça ne peut pas être le point d'intersection. Un point d'intersection, c'est un point qui appartient aux deux ensembles à la fois. Donc, il faut que les coordonnées x, y, z vérifient x égale 1 plus 2t, y égale moins 2t et z égale 1 plus t. Ça, c'est quoi? C'était la représentation paramétrique de la droite D. Et il faut aussi que les coordonnées x, y vérifient l'équation cartésienne qu'on avait trouvée pour le plan EGK. Et cette équation cartésienne, c'est 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0. Voilà toutes les conditions que doivent remplir les coordonnées x, y et z. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un t qui va faire que x, y et z soient cohérents et vérifient ici cette équation. Ce système en entier est équivalent au système. Alors, ici, le but, ça va être de trouver, hein, normalement, vous avez l'habitude de faire ce genre de système, c'est très très classique. Eh bien, pour l'instant, j'ai des équations avec à chaque fois deux inconnus, voire même trois inconnus ici dans la dernière. Le but, ça va être d'en trouver une, de trouver l'inconnu t, et ensuite de remplacer dans chacune des équations pour trouver x, y et z. Pour trouver l'inconnu t, on va s'arranger pour avoir une équation où il n'y aura que l'inconnu t, comme ça on pourra l'isoler et la trouver. Cette équation, ça va être la dernière, l'équation cartésienne du plan. On va remplacer x, y et z par leur expression en fonction de t. Du coup, j'aurai une équation avec seulement t comme inconnu. Alors, c'est un petit peu lourd au niveau de la rédaction, mais bon, on a du temps. Donc, x égale 1 plus 2t. On est obligé de recopier ces équations qui ne servent à rien. Alors, elles ne servent pas à rien. Hein. Quand je dis ça, c'est volontaire. Hein. C'est pour vous choquer un petit peu. Elles ne servent pas à rien. En fait, vu que mes systèmes, je dis qu'ils sont équivalents, il faut que toutes les infos qui sont là-dedans soient dans celui-là. Donc, je suis obligé de les recopier, même si pour l'instant, je ne vais pas y retoucher. Et donc, je remplace ici x par 1 plus 2t. Donc, ça fait 2 fois 1 plus 2t, moins 2 fois y, c'est moins 2t, plus z, c'est 1 plus t. Ça ne ressemble pas à une parenthèse, ça. Hop, je vais la refaire. Voilà. Moins 1 égale 0. Et donc ici, vous voyez, j'ai une équation avec seulement t comme inconnu. Donc finalement, je vais pouvoir isoler t. Alors, vous voyez, c'est un petit peu lourd à chaque fois de tout rédiger. Alors, si vous avez envie de gagner un tout petit peu de temps sur votre brouillon, eh bien, vous réduisez cette équation ici. Donc, sur mon brouillon, je vais écrire, ça fait 2 fois 1, 2, plus 2 fois 2t, ça fait 4t, moins 2 fois moins 2t, ça fait plus 4t, plus 1, plus t, moins 1 égale 0. Et donc, finalement, ça fait 4t plus 4t plus t, ça fait 9t. Là, j'ai 2, là, j'ai 1 moins 1, donc 1 moins 1, ça va s'annuler. Donc, ça fait 9t plus 2 égale 0. Donc, finalement, la dernière équation, je vais écrire que ça fait 9t plus 2 égale 0. Elle est équivalente à 9t plus 2 égale 0. Et je vais recopier les autres. Donc, x égale 1 plus 2t, y égale moins 2t, et z égale 1 plus t. Voilà. Vous voyez, de faire ce petit calcul au brouillon, ça m'a permis de gagner un petit peu de temps. Et ce n'est pas quelque chose qui va choquer le correcteur, que vous soyez passé de cette ligne-là directement à celle-là. À partir de ce moment-là, eh bien finalement, on peut isoler t. Donc pareil, sur mon brouillon, hein, 9t plus 2 égale 0, ça veut dire que 9t égale moins 2. Et ça veut dire que t égale moins 2 neuvième. Donc je peux directement mettre que t est égal à
moins 2 neuvièmes. Donc ça, c'est pour la dernière équation. Et maintenant, je vais remplacer t par moins 2 neuvièmes dans chacune des équations au-dessus. Donc x égale 1 plus 2 fois moins 2 neuvièmes. Y égale moins 2 fois moins 2 neuvièmes. Et z égale 1 plus moins 2 neuvièmes. Je termine la résolution de mon système. Alors, normalement, je suis censé continuer en dessous et aligner ici les symboles équivalents. Mais vous voyez bien que j'ai plus de place sur mon tableau, donc je vais m'autoriser exceptionnellement à terminer mon calcul ici. Donc, équivalent à, je vais finir mon calcul. Alors, x égale 1 plus 2 fois moins 2 neuvièmes. Alors, 2 fois moins 2 neuvièmes, ça fait moins 4 neuvièmes. Donc, j'ai 1 moins 4 neuvièmes. 1, je vous rappelle qu'en neuvième, c'est 9 neuvièmes. Donc 9 neuvièmes moins 4 neuvièmes, ça donne donc 5 neuvièmes. Donc j'ai x égale 5 neuvièmes. Ensuite, y. Y, c'est moins 2 fois moins 2 neuvièmes. Donc moins par moins, ça me donnait plus. Donc 2 fois 2 neuvièmes, je vais obtenir 4 neuvièmes. Z va être égal à 1 plus moins 2 neuvièmes. Alors 1, c'est 9 neuvièmes. Donc 9 neuvièmes moins 2 neuvièmes, ça donne donc 7 neuvièmes. Et je peux recopier la dernière équation ici. T égale moins 2 neuvièmes. Donc c'est équivalent à ce système. Je vais essayer de faire une belle accolade. Hop. Et donc la conclusion de cette question, c'est que les coordonnées x, y et z du point L sont en fait 5 neuvièmes, 4 neuvièmes et 7 neuvièmes. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, grand L a pour coordonnées 5 neuvièmes, 4 neuvièmes et 7 neuvièmes. Ce point, je vérifie que c'était bien ce qu'on me demandait dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on me demandait bien de trouver que les coordonnées de L étaient 5 neuvièmes, 4 neuvièmes, 7 neuvièmes. Donc, j'ai répondu correctement à cette question 5. Alors, question 6. Question 6, on nous demande justifier que la longueur LF est égale à 2 tiers. Donc, en gros, il faut calculer la longueur LF. Ça tombe bien, on a les coordonnées de L, on a les coordonnées de F. Donc, on peut appliquer la formule qui nous donne la longueur dans un repère orthonormé grâce aux coordonnées. Donc, on se place dans notre repère qui est orthonormé, puisque c'est pareil, cette formule ne fonctionne que dans les repères orthonormés. Et donc, si je veux calculer la longueur LF, je vous rappelle la formule, c'est la racine carrée de XF moins XL au carré, plus YF moins YL au carré, plus ZF moins ZL au carré. Donc ensuite, il suffit d'appliquer. Je vous rappelle les coordonnées des points. Le point L, on a trouvé les trucs un peu compliqués. C'est 5 neuvièmes, 4 neuvièmes et 7 neuvièmes. Alors peut-être qu'on peut remplir directement. Vous voyez, je pré-remplis. Hop, j'aime bien faire ça. Après, j'ai plus qu'à compléter. Voilà. Donc, on a dit les coordonnées de L. Coordonnées de L, c'est 5 neuvièmes. Ce qu'on a trouvé à la question d'avant. 4 neuvièmes. Et 7 neuvièmes. Ensuite, les coordonnées du point F. Les coordonnées du point F, on les a données dans la toute première question. C'était 1, 0, 1. Donc, 1, 0, 1. Je fais ce petit calcul. Alors, je vais faire comme si je n'avais pas de calculatrice au début pour voir jusqu'où je m'en sors. Ça donne donc la racine carrée de 1 moins 5 neuvièmes. Donc, 1, c'est 9 neuvièmes. Donc, 9 neuvièmes moins 5 neuvièmes, ça fait 4 neuvièmes au carré, plus moins 4 neuvièmes au carré, c'est pareil que 4 neuvièmes au carré. Le signe moins va disparaître au carré. Un nombre et son opposé ont le même carré. Donc, finalement, ça revient à faire 4 neuvièmes
au carré plus 1 moins 7 neuvièmes. Donc 1, c'est 9 neuvièmes. 9 neuvièmes moins 7 neuvièmes, ça fait 2 neuvièmes au carré. Ici, en fait, je me rends compte que toutes mes fractions ont le même dénominateur. Hein. Ici, à chaque fois, 4 neuvièmes, par exemple, au carré, je peux dire que ça est 4 au carré sur 9 au carré. Ici, j'ai 4 au carré sur 9 au carré. 2 au carré sur 9 au carré. Donc, finalement, c'est la racine carrée de le tout sur 9 au carré de 4 au carré plus 4 au carré plus 2 au carré. Donc, 4 au carré plus 4 au carré plus 2 au carré. Ce qui est égal à... Donc la racine carrée, je vais pouvoir l'appliquer au numérateur et au dénominateur. Donc ça donne la racine carrée de... Donc 4 au carré plus 4 au carré plus 2 au carré. Donc 4 au carré, c'est 16. Donc 16 et 16, 32. 32 et 4, 36. Donc c'est racine de 36 divisé par la racine carrée de 9 au carré. La racine carrée de 9 au carré, c'est 9. Donc finalement, on a que la longueur LF est égale à racine de 36, c'est 6, sur racine carrée de 9 au carré qui vaut 9. Donc ça fait 6 neuvièmes. Donc finalement, LF est égal à, donc 6 c'est 2 fois 3, 9 c'est 3 fois 3. Donc je peux simplifier par 3. Ça donne 2 tiers. Donc finalement, la longueur LF est égale à 2 tiers. On arrive donc à la question 7. La question 7, c'est calculer l'aire du triangle EFG, en déduire que le volume du tétraèdre EFGK est égal à 1/6. Donc calculer l'aire du triangle EFG et il faut en déduire le volume du tétraèdre EFGK. Alors, pour calculer l'aire du triangle EFG, donc il est nécessaire ici de repérer déjà que le triangle EFG, vous voyez, est rectangle en F, puisqu'en fait la face, comme on a affaire à un cube, EFGH est un carré. Donc si EFGH est un carré, l'angle ici EFG est un angle droit. Si c'est un angle droit, ça veut dire que EFG est un triangle rectangle. Ça va nous servir pour calculer facilement, l'aire du triangle EFG. Donc, comment on va justifier ça? On va dire EFGH est un carré. Pourquoi? Si on veut vraiment préciser, on peut mettre quart face du cube. Donc, toutes les faces d'un cube sont des carrés. Donc, le triangle EFG est rectangle en F. Voilà. Donc ça va nous aider parce que du coup, si je le dessine ici comme ça face à moi à peu près, donc je vais avoir ici E, F et G. On rappelle que H, c'est le point tel que EFGH ici soit un carré. Et donc, on nous a dit que les faces du cube, en fait, elles ont toutes pour arête 1. Alors, comment on sait qu'elles ont pour arête 1? En fait, c'est le repère orthonormé qui nous le dit. Ici, le repère est orthonormé, donc ça veut dire que AB, AD et AE ont tous les trois des normes, ces trois vecteurs ont des normes égales à 1. Et donc ici, quand on regarde FG, en fait, ça va être égal à 1, puisque AB, AD et AE, c'était des arêtes du cube, tout égal à 1. C'est-à-dire que FG vaut aussi 1 et que FE vaut aussi 1. Donc finalement, ici, j'ai un triangle rectangle avec le côté ici qui mesure 1 et le côté ici qui mesure 1. L'aire d'un triangle, comment est-ce que ça se calcule? Normalement, c'est l'aire d'un triangle EFG. Normalement, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc dans un triangle quelconque, vous prenez la longueur de ce que vous allez considérer comme étant la base. Donc moi, je vais considérer que c'est ce côté. Et il me faudrait ici la hauteur du triangle. Donc base, la longueur qui est là, fois la hauteur, c'est-à-dire la longueur qui est là, divisé par 2. Il se trouve que quand vous êtes face à un triangle qui est déjà rectangle, en fait, la hauteur, c'est un des côtés. Donc ici, finalement, ça simplifie beaucoup.
base fois hauteur divisé par 2. Si je considère que la base c'est EF, bah, la hauteur associée c'est FG. Donc en fait c'est EF fois FG divisé par 2. EF vaut 1, FG vaut 1, on divise par 2, c'est donc égal à 1,5. Effectivement, hein, l'aire du triangle ici, c'est égal à la moitié de l'aire du carré. L'aire du carré, c'était 1 fois 1. On peut le voir aussi comme ça. Maintenant qu'on a trouvé cette aire, bah, on relit la question, puisqu'il y avait deux choses dans cette question. Calculer l'aire du triangle EFG. Ensuite, il y avait en déduire que le volume du tétraèdre EFGK est égal à 1/6. Donc maintenant, il nous faut le volume du tétraèdre. On rappelle la formule du volume, hein, c'est 1/3 de l'aire de la base qu'on a choisie fois la hauteur relative à cette base. Donc pour calculer le volume de EFGK, il faut, on rappelle la formule, hein, c'est le volume, c'est 1/3 de l'aire de la base que j'ai choisie, donc je vais très certainement choisir EFG, le triangle EFG, puisque c'est quand même ce qui nous est suggéré un petit peu dans la question, à demi-mot, et donc fois la fameuse hauteur relative à la face EFG. Alors maintenant, il va falloir que j'observe ici la figure. EFG, donc c'est le triangle qui est sur la face supérieure ici, et donc K, c'est le point qui vient fermer notre tétraèdre. Donc il faudrait que j'arrive à savoir, eh bien, quelle est la hauteur, du coup, relative à la base EFG. Pour connaître la hauteur relative à la base EFG, eh bien, il va falloir que je projette le point K sur le plan EFG. Et une fois que j'aurai trouvé le projeté orthogonal, eh bien, j'aurai plus qu'à trouver la distance qu'il y a entre le projeté de K, donc qui va se trouver par là, et K. Alors pourquoi je dis que le projeté orthogonal va se trouver par là? Parce qu'en fait, ici, on est dans un cube. Donc vous voyez que la face du dessus et la face du côté, c'est-à-dire la face EFG et la face FBC, sont des plans qui sont orthogonaux. Voilà. Puisque c'est les propriétés du cube qui veulent ça. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, ici, le projeté orthogonal de K sur la face EFG, eh bien, je dois tracer la droite qui passe par K et qui est orthogonale au plan EFG. Et donc, cette droite, elle va passer par le milieu, ici, de l'arête FG. Pardon. Donc, le projeté orthogonal de K, ça va être le milieu de FG. Et donc, en fait, la distance qu'il va y avoir ici entre son projeté orthogonal et K, eh bien, ça va être tout simplement une distance égale à 1. Pourquoi? Parce que K se trouve au milieu de l'arête BC, l'autre il va se trouver au milieu de l'arête FG. Donc, la distance de K jusqu'au projeté orthogonal, ça va tout simplement être la distance qu'il y a entre B et F, par exemple. Donc, c'est une distance qui est égale à 1. Donc, on ne va pas en mettre 15 lignes, hein, mais voilà, on dit un petit quelque chose. Le projeté orthogonal de K sur EFG et le milieu de FG. Et du coup, eh bien, on n'a que du coup la distance, donc ce projeté orthogonal, j'ai qu'à l'appeler N. N, c'est pas encore pris, voilà. Donc, le projeté orthogonal N de K sur EFG, le milieu de FG, et NK est donc égal à n'importe quelle arête, donc par exemple l'arête BF qui est égale à 1. Donc finalement, le volume V du tétraèdre, eh bien c'est égal à 1/3 de l'aire de EFG fois NK. Et donc ça, c'est égal à 1/3 fois 1/2 fois 1, ce qui est égal à 1/6. On vérifie que c'est bien ce qu'on voulait prouver. Dans l'énoncé, on nous disait en déduire que le volume du tétraèdre EFGK est égal à 1/6. Donc pas de problème, on a réussi. On peut passer à la question 8. Déduire des questions précédentes, l'aire du triangle EGK. Donc, une petite chose à remarquer, c'est que l'aire du volume d'un tétraèdre, la formule, eh bien, on a dit que c'était 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur associée à cette base, relative à cette base. Donc, moi, si je vois le tétraèdre EFGK sous une autre forme, sous un autre point de vue,
en prenant non pas comme base, comme dans la question d'avant, le triangle EFG, mais en prenant comme base le triangle EGK, eh bien E, G et K sont dans un plan dont on parle beaucoup depuis le début de l'exercice. Et donc on a un point F qui n'est pas dans ce plan. Donc finalement, le tétraèdre, alors je suis un peu sorti du cube, hein, c'est parce qu'en fait on n'a pas besoin d'être dans un cube ici pour raisonner sur cette question. Donc ici je suis dans un cas beaucoup plus général que le cube. Et bien finalement le tétraèdre EFGK, si jamais je prends comme référence pour calculer le volume la base EGK et non pas la base EFG comme j'ai fait dans la question précédente, eh bien la formule va devenir R de EGK multiplié par la hauteur relative à la base EGK. Cette hauteur, donc c'est la hauteur issue de F. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je regarde où se trouve le projeteur orthogonal de F sur le plan EGK et qu'après je calcule cette longueur. Mais en réalité, le projeteur orthogonal de F sur le plan EGK, on en a déjà parlé dans l'exercice, c'est le fameux point L. Et on a déjà calculé la longueur FL. Je vous rappelle que la longueur FL, on avait trouvé qu'elle était égale à 2/3. Donc finalement, si je vois le calcul du volume de ce tétraèdre comme étant V égale, eh bien cette fois-ci 1/3 de, et je me réfère à la base EGK et non plus à EFG comme dans la question d'avant, il faut que je calcule l'aire du triangle EGK et que je multiplie par la hauteur, c'est-à-dire FL, la hauteur relative à cette base-là. Ça, c'est la question 8. Bon, mais le fait est que ce tétraèdre, eh bien, c'est le même que dans la question précédente. Certes, on ne voit pas la même formule pour le calculer, mais ça reste le même. Donc le volume est le même que dans la question précédente. Et dans la question précédente, on a trouvé que ce volume eh bien, était égal à 1/6. Donc finalement, d'écrire ça, c'est équivalent à écrire que finalement 1/6, le volume, puisqu'on le connaît, le volume, on l'a calculé d'une autre manière en prenant comme référence la face EGF dans la question d'avant, eh bien, on a dit que ça valait 1/6, et donc 1/6 doit être égal à 1/3 de l'aire de EGK fois FL, FL qui vaut 2/3. Donc, je vais isoler l'aire de EGK afin de trouver combien elle vaut. Et donc, ici, on va avoir que l'aire de EGK, ici, est égale à, eh bien ici, je vais avoir donc 1/6, et je vais diviser par 1/3 fois 2/3. Alors, si vous voulez, on met des petites étapes. Donc, ça veut dire que 1/6 est égal à 1/3 fois 2/3, ça fait 2/9, fois l'aire de EGK. Voilà. Et donc, l'aire de EGK, c'est 1/6 divisé par 2/9. Alors, divisé par 2/9, ça revient à multiplier par l'inverse de 2/9. Donc, en fait, c'est équivalent à dire qu'on a 1/6. Donc, divisé par 2/9, ça revient à multiplier par 9/2. Et c'est égal à l'aire de EGK. Je peux simplifier un petit peu, puisqu'ici, 6, c'est 2 fois 3, et que 9, c'est 3 fois 3. Donc, en fait, ça donne 1 sur 2 fois 3 sur 2. Donc, finalement, c'est égal à 3/4. Donc, l'aire de EGK est égale à 3/4 d'une unité d'aire. Voilà pour ce calcul de l'aire du triangle EGK. On arrive à la dernière question, la question 9. La question 9, c'est on considère le point P milieu du segment EG. Donc EG, je vous rappelle, hein, c'est le segment qui est ici. Donc en fait, P, c'est le centre du carré EFGH. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? M, c'est le milieu de EK. Donc M, ça va être le milieu ici du côté EK. Et on va définir très certainement le côté ici de GK. Effectivement, N, c'est le milieu du segment GK.
déterminer le volume du tétraèdre FPMN. Alors là, il va falloir vraiment voir ce qui se passe dans le cube. Alors, première chose à observer, c'est que dans n'importe quel triangle, donc là je vous ai tracé un triangle ABC, si je trace le triangle qui est formé à partir des milieux de chacun des côtés, eh bien il se trouve que l'aire du triangle formé par les milieux de chacun des côtés, c'est toujours égal à 1/4 de l'aire totale du grand triangle ABC. Donc, ça veut dire que si je connais l'aire du grand triangle ABC, eh bien, je prends 1/4 de cette aire, je vais trouver l'aire du petit triangle. Donc ça, vous pouvez directement utiliser cette propriété pour cette question. Voilà. Alors, je peux vous réexpliquer très rapidement pourquoi ça vaut 1/4. Donc, je vais dessiner ce petit triangle sur le tableau pour essayer de vous expliquer un peu mieux. Alors, première chose à repérer, donc ça, pas besoin de le rédiger. Vous pouvez directement dire que ça fait 1/4. Alors, pourquoi? Quand vous prenez les milieux, ici, eh bien, en fait, quand vous tracez, par exemple, ici, ce segment, alors j'ai qu'à dire A' et B', quand je trace le segment A'B', d'après le théorème de Thalès, vous pouvez en déduire que la distance A'B' est égale à la moitié de la distance AB. Ensuite, quand vous tracez le triangle vert, et que vous vous intéressez du coup à la hauteur dans ce triangle quand vous prenez comme base de référence A'B', puisqu'on vient de calculer cette longueur, il faut connaître cette hauteur ici. Cette hauteur, eh bien, il se trouve que ça va être la moitié de la hauteur du triangle de base. Donc imaginons que le triangle de base ici, et on dise que sa hauteur est égale à CH, eh bien, tout pareil, d'après le théorème de Thalès, vous allez avoir que cette longueur-là est égale à la moitié de celle-là. Donc si on calcule l'aire du triangle vert, eh bien l'aire du triangle vert, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à la base que je choisis, donc A'B', fois la hauteur que j'ai choisie qui vaut la moitié de, alors j'ai qu'à mettre 0,5 fois CH, le tout divisé par 2. Mais A'B', j'ai dit que c'était la moitié de AB. Donc en fait, c'est égal à 0,5 fois AB fois 0,5 fois CH sur 2. Donc 0,5 fois 0,5, ça fait 1/4. Donc en fait, je peux écrire que ça fait 1/4 fois AB fois CH divisé par 2. Et ça, AB fois CH divisé par 2, donc AB fois CH divisé par 2, c'est l'aire du grand triangle. Donc en fait, l'aire du triangle formé par les milieux des côtés est toujours égale à 1/4 de l'aire du grand triangle. Alors pourquoi on dit ça? Eh bien on dit ça parce qu'on nous demande l'aire de la pyramide, donc qui va être formée, du tétraèdre, qui va être formé par, vous voyez, au lieu de prendre, comme dans la question d'avant, E, K, G comme base, eh bien en fait on va prendre le milieu de chacun des segments. Donc on est exactement dans la situation que j'avais sur mon tableau juste avant, c'est-à-dire que la base, au lieu d'être E, K, G, eh bien ça va être la base avec les nouveaux points là qu'on a créés, qui sont P, M et N. Donc en fait, P, M et N, qui vont être les milieux des segments, eh bien le triangle PMN a une aire qui est égale à 1/4 du triangle EGK. Donc je l'écris, l'aire de PMN est égale à 1/4 de EGK, et EGK, eh bien, c'est une aire que j'ai calculée dans la question juste avant, à la question 8. Et cette aire valait 3/4. Donc finalement, l'aire de PMN, c'est 1/4 de 3/4. Alors pour justifier ça, n'hésitez pas à écrire que P est le milieu 2, M est le milieu 2 et N est le milieu 2. Donc c'est égal finalement à 3/16. Donc ça c'est l'aire de PMN. Alors on n'a pas terminé puisque nous en fait on nous demandait le volume du tétraèdre FPMN. Si je me replace dans le plan EGK, comme pour le tétraèdre de la question d'avant, où après j'avais le point F qui était hors du plan. Eh bien en fait, quand je regarde la face
FPMN, c'est une face qui est entièrement dans le plan EGK. Donc, j'ai calculé l'aire de ce triangle. Si je regarde la pyramide du coup, enfin le tétraèdre FPMN, c'est donc un tétraèdre qui va être comme ça. Et donc la hauteur de ce tétraèdre, pour la connaître relativement à la phase MPN, eh bien il va falloir que je projette F sur le plan MPN. Mais le plan MPN, c'est le plan EGK. Et en fait, F, je l'ai déjà projeté sur le plan EGK. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et il se trouve que le projeté, c'est le point L. Donc ça veut dire qu'en fait, eh bien, cette pyramide, si je prends comme base de référence PMN, eh bien, elle a comme hauteur FL. Donc, pour calculer le volume de la pyramide, de la nouvelle pyramide, donc, comment elle a été nommée FPMN, eh bien, c'est égal à l'aire de MPN que je viens de trouver ici, donc 1/3 de l'aire de MPN fois FL, FL qu'on a calculé déjà tout à l'heure, LF, ce qui valait 2/3. Donc, c'est égal à 1/3 fois 3/16 fois 2/3. Je peux simplifier le 3 comme ça. 16 ici, il se trouve que c'est 2 fois 8. Donc, finalement, je peux simplifier le 2 avec le 2 du 2 fois 8. Et donc, ça va me faire 1 sur 8 fois 3, c'est-à-dire 1/24e pour ce volume. Voilà, j'espère ne pas m'être trompé dans les calculs pour ne pas avoir à refaire cette vidéo. En tout cas, sur le principe des raisonnements, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Ça y est, on a fini avec cet exercice. Donc, je vous avais prévenu, une dernière question un petit peu plus complexe, mais finalement, on s'en sort quand même. Et puis, tout le reste était très faisable. Je vous conseille de chercher des autres sujets sur la géométrie dans l'espace que vous pouvez avoir en lien ou directement en recherchant sur la chaîne YouTube pour vous entraîner au maximum. Allez, à bientôt!